Vous êtes ici. C'est assez. Tout ce que vous avez porté dans cette journée. Posez-le sur le sol à côté du lit. Tout ce que vous avez porté dans cette dernière heure. Posez cela aussi. La pièce dans laquelle vous êtes sur le point d'entrer n'a besoin de rien de cela. Il y a un couloir en vous ce soir. Long. Frais. Doux sous les pieds. Au loin, une grande pièce. Et le long des murs de cette pièce, 50 portes. Derrière chaque porte, une version différente de vous. Certaines ont déjà fait ce que vous essayez toujours de faire. Certaines sont déjà devenues qui vous devenez lentement. Certaines vous attendent et attendent depuis plus longtemps que vous le savez. Ce soir, vous en rencontrerez une. Avant de descendre le couloir, respirez. Dedans, lentement. Dehors, lentement. Encore une fois. Dedans, lentement. Dehors, lentement. Cette pratique vous demande de ne rien croire. Qui que vous compreniez être dans cette pièce avec vous? Dieu. Les saints. Vos ancêtres. Votre moi supérieur. Votre futur moi. Votre inconscient. L'univers. La partie de votre cerveau qui imagine. Ou simplement vous, vous parlant à vous-même. Ils sont les bienvenus ici. Le mécanisme est vôtre à choisir. La pratique est la même. Vous pouvez fermer les yeux maintenant s'ils ne sont pas déjà fermés. Vous pouvez poser votre écran face vers le bas s'il n'est pas déjà vers le bas. La pièce n'a pas besoin de lumière. La pièce n'a pas besoin que quelqu'un la regarde. Elle a seulement besoin de vous. Le couloir est assez réel pour marcher. Chaque pas, sans hâte. Chaque respiration un peu plus lente que la dernière. Les murs du couloir sont chauds au toucher. Le sol est doux. Pierre sombre, bois poli. Vous pouvez choisir, mais ce n'est pas important. Le plafond est haut et s'arc doucement vers le haut. Au bout du couloir, la grande pièce s'ouvre. Vous entrez à l'intérieur. Autour de vous, 50 portes. Vous n'avez pas besoin de les compter. Vous n'avez pas besoin de les trouver tous. Certaines nuits, vous n'en verrez que quelques-unes. Certaines nuits, vous les verrez toutes à la fois. Certaines nuits, une seule sera illuminée. Ce soir, une d'elles vous appelle. Laissez l'attraction venir à vous. Ne la cherchez pas. Vous êtes attiré vers une porte. Cette porte est sur le côté gauche de la pièce. Plus haut que les autres. La lumière en dessous est constante, claire, sans hâte. Vous êtes passé devant elle plusieurs fois sans le remarquer. Ou vous l'avez remarqué et vous avez détourné le regard. Ce soir, vous ne vous détournez pas. Il n'y a pas de symbole sur la porte. Pas de nom gravé. Pas d'instruction. Mais vous savez. Vous savez ce que c'est cette porte. C'est la porte du moi qui est en paix avec l'argent. Vous pouvez sentir quelque chose se lever en lisant ces paroles. De la honte, peut-être. Ou du désir. Ou une sorte d'embarras aigu de vouloir tellement rencontrer cette version de vous-même. C'est d'accord. L'argent est ce que nous apprenons à cacher en premier. Nous cachons le manque d'argent. Nous cachons l'abondance d'argent. Nous cachons le désir désespéré d'avoir de l'argent. Nous cachons le soulagement honteux quand nous l'avons enfin.
Nous cachons notre relation à l'argent comme nous cachons notre relation à nos corps. Vous pouvez sentir du scepticisme. Vous pouvez sentir que la paix avec l'argent n'est pas réelle. Que c'est un luxe réservé aux gens qui ont déjà beaucoup. Que c'est naïf. Que c'est quelque chose que seuls les riches ou les éclairés peuvent affirmer, et vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous n'avez qu'à traverser cette porte. Le moi de l'autre côté fera le reste. Derrière cette porte, c'est la version de vous qui a cessé de fuir la rareté et de courir vers l'abondance. Qui a cessé de vérifier les comptes dans le noir. Qui peut recevoir un cadeau sans calculer ce qu'elle doit en retour. Qui peut donner sans mesurer son propre épuisement. Qui marche dans le monde économique ni comme une proie ni comme un prédateur. Vous pouvez maintenant mettre votre main sur la porte. Le bois est chaud. La poignée tourne. Passez au travers. La pièce au-delà de la porte est plus grande que prévu. Pas ostentatoire. Vaste avec la sorte d'espace qui vient de ne pas avoir besoin d'accumuler. Il y a des fenêtres. Grandes. Regardant rien de particulier. Un jardin peut-être. Ou un champ. Ou simplement le gris doux qui vient avant l'aube. La pièce est simple. Une chaise face à une autre chaise. Une table entre elles. Mais l'espace autour de ces choses est généreux. Espace pour respirer. Espace pour se déplacer sans prudence. Dans la chaise face à vous, la version de vous qui attend. Vous vous asseyez. Témoin d'abord. C'est la règle de chaque pièce du conseil. Avant les paroles. Avant les questions. Avant quoi que ce soit. Témoin. Remarquez comment ils sont assis. Avec aisance. Sans la raideur de quelqu'un qui calcule. Leur dos est droit, mais pas par effort. Ils ne sont pas tendus. Il y a un léger sourire, mais pas le sourire de quelqu'un qui joue le contentement. Remarquez leurs mains. Elles reposent sur la table devant eux. Ouvertes. Paumes partiellement tournées vers le haut. Ce ne sont pas les mains de quelqu'un qui s'accroche ou se défend. Ce ne sont pas les mains de quelqu'un qui tend avec désespoir. Ce sont les mains de quelqu'un qui a appris la différence entre avoir assez et avoir tout. Remarquez leur respiration. Plus profonde que la vôtre. Plus lente. La respiration de quelqu'un qui a posé un poids qu'il portait depuis très longtemps. Remarquez leurs yeux. Ils vous regardent avec quelque chose comme une reconnaissance. Ils ont été où vous êtes. Ils se souviennent de ce que ressent cette incertitude. Et ils ont traversé de l'autre côté. Remarquez leur visage. Ils ont votre visage. Votre âge. Vos marques et vos rides. Mais il y a quelque chose de différent. La tension qui vit dans la mâchoire quand vous calculez toujours. Elle est disparue. L'inquiétude qui vit entre les sourcils. Elle n'est pas là. L'ombre qui vit derrière les yeux quand vous attendez de mauvaises nouvelles. Elle est absente. Ils sont la même personne que vous, mais ils ont posé ce que vous portez. Remarquez qu'ils ne sont pas pressés de parler. Ils ne sont pas impatients de vous convaincre. Ils savent que vous êtes venu ici parce qu'une partie de vous est prête à savoir ce qu'ils ont appris. Ils vont le partager au rythme auquel vous pouvez le recevoir. Maintenant vous pouvez respirer avec eux. Dedans, lentement. Dehors, lentement. Dedans, lentement. Dehors, lentement.
La pièce est patiente. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas arrivé trop tôt. Vous êtes ici au moment exact où vous étiez supposé arriver. Quand vous serez prêt, et seulement quand vous serez prêt, ils parleront. Je veux commencer par reconnaître quelque chose à propos du lieu où vous vous tenez. L'argent est partout. Il est dans chaque choix que vous faites. Il est dans chaque porte par laquelle vous passez et chaque porte qui reste fermée parce que vous ne pouvez pas vous permettre la clé. Il n'est pas dans la pièce en ce moment. Mais il a été avec vous tout le temps. Vous avez porté le poids de cela. Ou la terreur de ne pas l'avoir. Ou les deux à la fois. Vous vous êtes mesuré à cela. Comme si c'était une mesure de votre valeur. Et je suis ici pour vous dire quelque chose qui pourrait vous prendre le reste de votre vie pour croire. L'argent est une mesure inventée par les humains, pas une mesure de vous. Il vous dit combien de pouvoir d'achat vous avez dans le monde. Il ne vous dit pas combien de bien vous êtes capable de faire. Il ne vous dit pas si vous êtes digne d'être aimé. Il ne vous dit pas si votre vie a eu de l'importance. Il ne vous dit pas si on se souviendra de vous quand vous serez parti. Mais on nous apprend, dès le début, que l'argent est la mesure de tout. Que l'homme avec plus d'argent est d'une certaine manière plus homme. Que la femme avec plus d'argent est d'une certaine manière plus femme. Que la personne avec plus d'argent est d'une certaine manière plus personne. Et si vous avez moins d'argent que ceux qui vous entourent, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec vous. Quelque chose qui vous manque. Quelque chose que vous avez échoué à faire. J'ai passé la plupart de ma vie à l'intérieur de cette histoire. Je me suis mesuré à cela. Et quand je n'avais pas d'argent, je croyais que je ne correspondais pas. Laissez-moi vous dire ce que la pauvreté vous enseigne. Elle vous apprend à être créatif. À faire quelque chose de presque rien. À voir la valeur dans les choses que les autres jettent. Elle vous apprend à attendre. À économiser un centime pendant une semaine pour acheter une chose dont vous avez besoin. Elle vous apprend la résilience. La capacité à endurer quand endurer est tout ce qui est disponible. Elle vous apprend la communauté. Quand vous avez très peu, vous apprenez à demander de l'aide. Vous apprenez à partager. Vous apprenez que les humains sont construits pour la connexion, pas pour l'accumulation. La pauvreté vous apprend ces choses. Mais elle casse aussi quelque chose. Elle casse votre sens de la sécurité dans votre propre corps. Elle brise le sentiment que demain est sécurisé. Elle apprend à votre système nerveux à rester vigilant. À scanner la menace. À se préparer à la rareté car la rareté est réelle et imminente. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un échec personnel. C'est ce qui se passe quand un corps humain est exposé à une vraie menace pendant une longue période. Votre système apprend. Votre système s'adapte. Votre système devient hypervigilant. Et quand vous arrivez enfin à un endroit où vous avez assez, le système ne sait pas comment s'éteindre. Le trauma de la rareté persiste. Même quand la rareté est disparue. Même quand vous avez assez pour payer vos factures. Même quand vous avez plus que assez. Le corps s'en souvient toujours. Le système nerveux scannait toujours la menace. Je ne l'ai pas compris pendant longtemps. Je suis passé de ne pas avoir beaucoup à avoir assez. Et puis à avoir plus qu'assez. Mais mon corps n'a jamais senti la sécurité qui venait avec cela. Je vérifiais toujours les comptes à 2 heures du matin. Je calculais constamment si je pouvais me permettre les choses que je pouvais facilement me permettre. Je vivais toujours comme si la rareté approchait encore.
L'abondance est venue, mais je ne pouvais pas la recevoir. Parce que mon système n'y croyait pas. Laissez-moi vous dire ce que l'abondance se sent réellement dans le corps. Pas ce que cela semble être dans votre tête. Pas les chiffres du compte. Ce que cela se sent réellement quand votre système nerveux croit enfin que la rareté ne vient plus. Cela ressemble à votre mâchoire se relâchant. Cela ressemble à un soupir. Un soupir qui vient du ventre, pas de l'épuisement, mais du soulagement. Cela ressemble à vos épaules tombant de tout un pouce sans effort. Cela ressemble à pouvoir dépenser de l'argent pour quelque chose